Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On décale notre mardi tech à ce soir puisque hier on parlait effectivement de Terre en Fête à Petit Canal qui va se dérouler les 1er, 2 et 3 décembre prochains. Donc ce week-end ce sera du côté du Nord Grande Terre. Donc on a fait un petit décalage et donc ce soir on parlera de nos actualités tech avec notamment Daryl Pézeron et Mehdi Ahmed. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023 et le verdict est tombé dans l'affaire d'Éric Dupond-Moretti. Pour le président de la Cour de justice de la République, Dominique Poth, la prise illégale d'intérêt est établie, mais il n'y a pas d'élément intentionnel pour condamner Éric Dupond-Moretti. Donc oui, il y a délit, mais l'avocat, ténor du barreau devenu ministre de la Justice, visiblement n'en savait rien. Pour effectivement les partis d'opposition, il s'agit d'une décision purement politique, mais pour Éric Dupond-Moretti, il s'agirait plutôt pour lui de tourner la page, vu qu'il est très satisfait de cette décision, à savoir le fait qu'il soit relaxé dans cette affaire de prise illégale d'intérêt avéré, finalement. Et la mobilisation se poursuit au syndicat mixte de gestion de l'eau. Faute de concertation avec leur direction, les agents de droit public sont partis à la chasse aux infos. Ces derniers ont découvert les raisons pour lesquelles le traitement de leur carrière est si défaillant. Selon eux, le syndicat mixte ne serait pas un syndicat, mais un EPIC, ce qui complique tout. Regardez. Aujourd'hui, comprendre que si nous mobilisons, c'est parce que nous n'avons pas de réponse. Puisque nous avons rappelé, nous dévoyons un préavis de grève, un préavis, on est 5 jours pour crier Mouna pour nous discuter. Jusqu'à présent, nous avons réitéré pour tout le monde savoir que c'est discuter, nous voulons discuter. Nous voulons comprendre, poser des questions au niveau des situations administratives en nous. Et en cas précisé, c'est les agents de droit public. Pour nous aller au centre de gestion et ils expliquer nous quel cas passer centre de gestion, c'est simplement des options par exemple, n'importe qui mon boîte privée, n'importe boîte là peut aller au centre de gestion et choisir ou payer des options pour par exemple pour gérer carrière à certains agents pour payer, aider dans justement dans gestion là ça. Par contre, nous aller aussi, nous pas perdre de temps, nous aller au CNFPT. Au CNFPT, c'est là que tout fonctionnaire doit être aller pour y faire une formation, en préparation, par exemple, pour y passer un concours, etc. Ah ben, CNFPT, il dit nous comme ça, qu'ils ne pas connaître nous là même du tout. Là, on va voir pour un certain âge, on peut aller à la CNACLA pour garder si retraite à jour. Ah ben là encore, c'est pareil. Retraite en nous, depuis 2021, là, nous sortis au Grand Sud Caraïbes. Ah ben, il y a des lacunes et tout fonctionnaire, on veut dire, qui est au SMEAG, peut y contrôler. Si on voit toutes ces instances-là, ça, toutes ces structures-là, ça, quand nous avons parlé là, il y a ni des manquements comme ça. En l'équipe base jour 10 jours, un monde qui vient devant moi pour dire moi quand ma boîte fonctionnaire, à deux fonctionnaires. En quel genre situation là pour jamais régler? Voilà des questions qu'on est obligé de poser nous et demander nous à dans qui à ce âge-là, qui côté nous est. Son grand point d'interrogation et c'est ça nous devons discuter justement avec le président là et comme le président Francis vient devant nous et pour y expliquer nous là nous y est. Puisqu'on ne peut pas laisser autant d'argent, 200 et quelques agents, dans le doute comme ça, dans le flou. Nous toujours poser la question, est-ce qu'elles sont un EPIC? Est-ce qu'elles sont un syndicat mixte? Alors, il fait nous quoi qu'elles sont un syndicat mixte, mais finalement, nous plus à dans un EPIC. Et à dans un EPIC, on ne fonctionnait pas ni place à y. C'est un qui le privé qui n'y place à dans un EPIC. Sauf si transfert en nous qui est mal fait au sein à Grand Sud Caraïbes, c'est bien fait. Alors, il faut mettre nous en détachement d'office. Et à ce moment-là, ça nous peut œuvrer au sein à SMAG là qui ont un EPIC. C'est transfert en nous qui est mal fait à la base. Et c'est pour ça que SMC, il y a donc caca qu'on a avec ça. Et il y a mené nous en bateau depuis 2 ans. Et nous, c'est ça, nous ne voulons pas encore. Nous disons stop.
Donc nous avons d'autres syndicats effectivement qui travaillent sur un certain nombre de points et nous que plutôt mobiliser nous 6 points là ça. Canouiller au sein à SMGEAG. Le département signe son 13e contrat payé avec la ville de Saint-Claude. 9 projets seront financés comme le gué de Saint-Louis qui deviendra finalement un pont ou bien la réfection de la route de Papaye. En tout cas, nombre d'aménagements du territoire seront réalisés. Regardez. C'est un engagement que nous avons pris de pouvoir contractualiser nos engagements. Aujourd'hui, c'est le 13e contrat de pays avec la ville de Saint-Claude. C'est une très grande satisfaction pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de dire sur tous les projets en termes de solidarité, de proximité, en parfaite cohésion avec les politiques publiques mises en place par le département. Donc pratiquement, nous avons contractualisé sur 9 projets où nous allons accompagner totalement la ville de Saint-Claude. Mais aussi en termes d'aménagement du territoire, un certain nombre de projets, notamment suite à Fiona sur le gué de Saint-Louis, où au lieu de reconstruire le gué, ce sera un pont. Nous avons pu obtenir, pu mettre en place un financement dès hier soir et qui m'a permis en quelque sorte de prendre cet engagement aujourd'hui. Nous avions hâte de voir sur le territoire de Saint-Claude le président du département pour nous aider et pour continuer le développement de la ville de Saint-Claude. C'est vrai qu'il y a quelques sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur et je remercie le président d'y avoir souscrit et de pouvoir nous accompagner et même d'aller un peu plus loin, nous permettre aussi sur les projets qui sont bloqués pour l'instant, non pas pour des questions de finances, mais pour des questions techniques. Mais aussi dans le domaine touristique, et ce qui montre l'attractivité de Saint-Claude, de par les politiques publiques mises en place. Pour moi, c'est une très bonne chose, une très grande satisfaction. Et d'ailleurs, vous avez eu l'occasion de l'entendre de par moi-même et aussi tous les conseillers qui m'accompagnaient aujourd'hui, puisque l'attractivité de cette rose permettra qu'il puisse y avoir une clinique, l'hôtel, des projets touristiques. C'est de bon augure. Et on enchaîne avec cette opération de nettoyage du secteur de Nesty à Petit-Bourg. Nous sommes sur la commune de Petit-Bourg, sur le site de Nesty, et on est là pour nettoyer ce site puisque il est vraiment très très sale. Ça a l'air d'être des années d'accumulation de déchets, que ce soit par des particuliers ou des entreprises, parfois quand on regarde les déchets. Donc le but c'est vraiment de rassembler le plus de bénévoles possible et ensemble, main dans la main, de mettre la main à la pâte et de changer ce site pour le rendre plus propre, rendre à la nature ses éclats et sa liberté. La ville de Petit-Bourg était réceptive à notre appel, donc nous avons fait quelques réunions de travail pour définir les besoins et surtout pour choisir le site. Et comme vous pouvez le voir, le site a vraiment besoin de la force humaine. Les Guadeloupéens, je dis les Guadeloupéens parce que je suis guadeloupéenne, doivent prendre conscience que nous devons protéger notre pays, que nous ne devons pas agir ainsi. C'est rare qu'on puisse venir dans des lieux comme ça. Souvent on fait des bords de plage. Là c'est vraiment grâce à l'accord de tout le monde et aussi au travail de chacun d'avoir sollicité, que ce soit la commune, que ce soit à chaque fois des acteurs clés qui auraient pu nous donner l'autorisation et les moyens d'agir. Donc c'est vraiment grâce aux associations mais aussi au Crédit Agricole et à la commune et à SNBT qu'on peut mener cette opération aujourd'hui. Et maintenant, je reçois Harry Osier-Lafontaine, coordinateur du projet Interreg Cambionnette, mais également directeur de recherche à l'INRAE. Bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. Et vous êtes en compagnie donc de Roselyne Joachim, sous-directrice de la Chambre d'agriculture de la Martinique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci. Alors, on veut tout savoir effectivement sur ce projet Cambionnette. Qu'en est-il ? Oui, alors Cambionnette, c'est un projet qui a démarré officiellement en mars 2021 et qui se termine en décembre 2023, donc comme vous l'avez dit, qui est financé par le programme Interreg 5 Caraïbes. Et c'est un projet donc, qui porte sur l'accompagnement de la modernisation du système agricole et alimentaire de la Grande Caraïbe Amazonie.
On parle d'une modernisation globale. Modernisation globale. Pourquoi ? Parce que on est face à un certain nombre d'enjeux aujourd'hui, donc des enjeux qui sont majeurs, comme par exemple comment renforcer donc notre souveraineté alimentaire. On dépend beaucoup d'importations. Lourdement des importations alimentaires, à plus de 80%. Comment répondre à l'enjeu du changement climatique ? Comment répondre à l'enjeu de la sortie des pesticides ? D'accord, donc c'est la transition agroécologique. Est-ce qu'on y arrivera ? Vous qui êtes chercheur justement, est-ce qu'on va y arriver ? On est engagé corps et âme dans cette transition. Mais quand on voit l'Europe qui prend des décisions qui vont à l'encontre effectivement des recherches qui sont faites en France. C'est certain, mais c'est vrai qu'il y a une détermination de nos populations parce que on est particulièrement sensible à ce problème en Martinique et en Guadeloupe puisqu'on a subi la crise et le traumatisme de la chlordécone. Donc on sait quand même aujourd'hui que on a envie de notre horizon. Un autre modèle. Et c'est ça qui nous anime. Et donc, pour aborder ces enjeux-là, on a besoin de les aborder sur des échelles conséquentes. On ne peut pas faire ça simplement dans son petit coin, en Martinique, par exemple, en Guadeloupe. On a besoin de travailler sur certaines échelles et avec un certain nombre de pays et de partenaires. Parce qu'il est question ici d'une fertilisation croisée. C'est justement en allant voir chez les autres ce qu'ils font et réciproquement qu'on apprend, qu'on prend du recul, qu'on prend de la perspective et qu'on peut ensemble améliorer donc les situations, qu'on peut les faire progresser. Comment vous abordez effectivement ce virage en Martinique ? Eh bien, on considère que la clé, elle est chez les agriculteurs qui ont abordé le virage de manière quasiment obligatoire, soit par cette prise de conscience qu'ils ont eue de l'impact des pesticides, soit par l'effet du changement climatique qu'ils subissent de plein fouet. Avec les catastrophes naturelles qui nous tombent dessus. Tout à fait. Donc, ce sont des populations qui sont à la fois très sensibles aux vivants, et puisque les plus en action par rapport aux vivants, ils travaillent sur du vivant, mais ce sont aussi ceux sur qui on fait peser le plus d'attentes, parce que la question de l'autonomie alimentaire qui relève d'orientation nationale voire internationale est une question qui repose beaucoup sur les épaules de nos agriculteurs, alors même que dans un autre temps ils ne disposent pas toujours des moyens pour répondre à ces attentes-là. Donc le but de Cambionnet, c'est de pouvoir faire se rencontrer toutes les initiatives, parce que qu'elles viennent du terrain ou qu'elles viennent des acteurs sociaux, des acteurs parce que c'est un environnement, ce qu'on appelle un écosystème que nous construisons, et pour que l'agriculteur se sente soutenu par l'ensemble des acteurs et qu'il ne soit pas tout seul. Donc vraiment créer cette dynamique dans le cadre de Cambionnet et l'étendre aux régions qui nous ressemblent. C'est pour ça que un certain nombre de pays de la Caraïbe ont déjà adhéré au projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement des pays qui souhaitent travailler en collaboration avec nous ? J'imagine que la Dominique doit être bien placée puisqu'on a des rapports assez étroits. Tout à fait. On a 10 pays de la Caraïbe qui sont impliqués. Alors on a justement cherché à travailler de manière très, très stratégique. Donc nous avons mobilisé effectivement différents blocs représentatifs de la Grande Caraïbe Amazonie avec les grandes Antilles, Cuba, Haïti, République dominicaine, les petites Antilles. On va parler du bloc OECS, Organisation des États de la Caraïbe orientale, dont nous faisons partie, d'accord. Donc la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique et Sainte-Lucie, bien sûr. Trinidad, et puis le plateau des Guyanes avec la Guyane française et le Suriname. Et donc derrière ces 10 pays, c'est 18 institutions, organisations qui brassent aussi toute une chaîne d'expertise. Ça part des agriculteurs, des réseaux d'agriculteurs, du conseil de la vulgarisation, ça intègre également la recherche et développement, l'enseignement supérieur et la recherche, on va dire. Donc c'est un peu toute cette chaîne-là qu'on a construite, et on a un véritable pipe, voilà, qui va du nord de la Caraïbe jusqu'au plateau des Guyanes, où effectivement ces talents, ces expertises peuvent se fructifier ensemble. Donc une émulsion d'idées caribéennes, voilà. Donc on n'a pas qu'une seule vision effectivement, donc c'est ça qui est important. On pourrait effectivement partager et varier les solutions à appliquer, mais comme le disait madame, est-ce que les moyens seront à la clé ? Est-ce que les moyens seront donnés à tous les acteurs de façon à ce qu'ils mènent ce travail ? Alors nous pensons que les moyens sont mobilisables, ils existent, mais il faut leur donner il faut les orienter, ces moyens, parce qu'en fait les volontés politiques, les politiques publiques ont
cette mission d'orientation de nos agricultures et disposent pour cela de moyens financiers. Mais on sait comment les volontés peuvent être sensibles ou non à des types de projets qui ne sont pas dans nos habitudes et dans les orientations par exemple qui ont été prises de faire par exemple de la monoculture, d'exportation. En ce qui concerne les départements d'outre-mer, ont fortement orienté les moyens financiers. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de proposer un autre modèle, un modèle qui soit plus résilient parce qu'il est local, parce qu'il s'appuie sur l'agriculture de petite échelle, bioéconomique, agroécologique, et que cette agriculture-là, il est démontré, il n'est plus à prouver que c'est elle qui va apporter des solutions parce qu'elle a gardé un certain nombre de principes de rapprocher l'homme à la terre, de garder les principes du vivant. Donc si on ne va pas vers ce modèle-là, on sait qu'à terme, on met en péril les populations. Donc il faut réorienter une partie, je ne dirais pas l'ensemble, mais une partie des moyens financiers dont nous disposons déjà concernant nos territoires. Il faut aussi susciter de nouveaux engagements financiers pour quelque chose dont on considère que c'est l'avenir de la population, puisque l'alimentation devient un enjeu majeur de nos populations, peut-être plus que d'autres choix stratégiques qui sont faits au niveau politique. Donc ce groupe s'est constitué aussi une force de pression, de pouvoir agir avec une organisation suffisamment forte pour être représentative et pour interpeller donc les pouvoirs publics sur nos missions respectives. Donc vous avez organisé déjà un séminaire sur 3 jours, de lundi à aujourd'hui. De lundi à demain. Jusqu'à demain. Oui. Et les visites après sur le terrain. Suivre. Oui. Alors qu'est-ce que les travaux ont déjà donné? Oui, c'est une semaine exceptionnelle qu'on vit depuis lundi. Nous avons commencé par une session d'ouverture qui est organisée avec une association d'agriculteurs qui s'appelle Bouquet du Terroir Sud Guadeloupe et qui est une association qui cultive les principes de l'agroécologie, de la bioéconomie et donc qui est très bien organisée puisque ils ont développé donc toute une chaîne de valeur allant de la production à la distribution et intégrant également l'agrotransformation. Donc nous avons souhaité, pour lancer cette semaine de clôture, mettre les agriculteurs au premier plan, pour qu'ils nous présentent effectivement, c'est ce que disait Madame Joachim tout à l'heure, leur vision de l'agroécologie, qu'ils expriment la manière dont ils souhaitent effectivement faire évoluer les modèles, pour que ils se sentent à l'aise là-dedans. Pas simplement subir des propositions, mais être force de proposition à travers effectivement l'expérience et les pratiques qu'ils développent. Donc on a une journée vraiment exceptionnelle sur ce partage de créativité en matière de modèles. On en a vu plusieurs qui se complètent sur le territoire. Et puis donc des discussions, des tables rondes qui ont été vraiment très fructueuses et qui ont été restituées cet après-midi. Alors hier et toute la journée ce matin, nous étions plutôt en comité interne donc du projet Camionnette, c'est ce qu'on appelle le comité opérationnel du projet Camionnette. Et nous avons fait donc le bilan de nos travaux, en gros sans complaisance, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, donc comment faire mieux, voilà. Et puis ce matin nous étions plutôt sur la séquence perspective, comment on se projette, parce qu'on a planté quand même des graines et des choses vraiment très très intéressantes et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Cet après-midi nous étions en session avec sur la problématique des politiques publiques et vous le disiez tout à l'heure, sans politique publique, sans orientation politique décente, on pourra faire tout ce qu'on voudra, mais rien ne bougera. Donc c'est comment justement amener les politiques publiques à mieux s'intéresser aux problématiques de terrain, à s'acculturer aussi à ces concepts que nous développons, qui sont l'agroécologie, la bioéconomie. C'est pas courant, donc il faut se les approprier, il faut cette acculturation pour qu'ensuite ils puissent décliner ces politiques par des orientations, des mesures, des moyens, des financements qui soient adéquats. Et puis donc jeudi après-midi, demain, on sera en session de clôture. Donc là, on reviendra en gros de manière un peu synthétique sur les temps forts et les faits marquants de nos activités, donc à différents niveaux. Et on a vraiment constitué un écosystème plein de retours d'expérience. Voilà, c'est ça, très 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 riche et très porteur pour la suite. Et puis donc vendredi, on sera sur le terrain. C'est le field trip. On va visiter donc des situations agricoles diverses et qui sont déjà donc sur des sites de on ira voir. Alors non, on ira chez des producteurs.
mais c'est vrai qu'on a déjà fait la visite à l'INRA et on a des fermes pilotes en agroécologie qui sont tout à fait intéressantes, Carus Smart et puis l'autre ferme, une deuxième ferme pilote. Et c'est vrai que là, on a choisi d'aller chez un agriculteur donc, qui pratique l'agriculture de sous-bois. Voilà. Oui, voilà. Donc en gros, comme il met en valeur le milieu forestier. Okay. Voilà. Après ça, on ira donc au centre, comment ça s'appelle, à Croix-Col, où ils font de l'aquaponie à Pointe-Noire. Donc c'est pour montrer aussi qu'on peut s'intéresser à d'autres modèles de production. Voilà, on va ça. Ensuite, à midi, on ira chez un agriculteur que vous connaissez certainement, c'est Steve Salim, c'est Guadeloupe Forever, mais qui développe un modèle qui va de la fourche à la fourchette, puisque bon, il va nous présenter ce qu'il fait et on va déjeuner chez lui, donc il nous fait effectivement. Et on finira chez Fabrice Trop, c'est quelqu'un qui cultive le moringa et qui le transforme, mais pas que ça, et qui fait vraiment quelque chose de très très intéressant aussi. Donc, voilà, donc avec la Caraïbe. On imagine que ce sera axé forcément diversification alimentaire. Absolument. Dans les prochaines années. On en a beaucoup parlé, donc on est en train d'y arriver finalement. Oui. Et une petite question avant de laisser le mot de la fin à Madame Joachim. Pour tout ce qui est agrumes, c'est bon? On pourra inonder le marché bientôt? Non, disons qu'on a eu quand même une dure secousse avec le citrus greening et donc c'est que vous étudiez des solutions. Oui, il y a des solutions qui ont été proposées, donc de remplacer de toutes les plantes qui ont été affectées en faisant entrer des porte-greffes sains qui permettent effectivement aux choses de repartir. Donc c'est vrai qu'il va falloir beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus peut-être aussi de de savoir-faire pour éviter que on ne subisse un deuxième. C'est des réflexions à avoir pour l'avenir. Absolument. Et surtout éviter les systèmes monoculturaux. Mais voilà, c'est ça. Où l'agriculteur met tous ses œufs dans le même panier. Parce que la diversification fruitière est aussi l'une des solutions. C'est-à-dire qu'éviter d'avoir les mêmes arbres fruitiers sur une plantation, c'est déjà une solution. Donc on évite de perdre tout d'un coup. Si vous avez des agrumes, il faut les avec des anones, etc. Et ce qui permet d'approvisionner aussi le panier de la ménagère de manière beaucoup plus diversifiée. Bien sûr, ça demande après des organisations commerciales, mais on est pratiquement obligé aujourd'hui de terme, c'est vers ce modèle-là qu'on doit arriver. À terme, c'est le panier diversifié que doit proposer l'agriculteur à la population. Et on pourrait faire des paniers diversifiés, Médine, Guadeloupe, Martinique, Trinidad, tout à fait. Tous les pays qui participent. Respecter les terroirs, respecter ce qui est possible d'être produit et ne pas vouloir faire ce que tout le monde fait parce qu'il y a des exigences naturelles des plantes et il faut les respecter. Les cycles aussi, il faut les respecter. on a du mal. On a du mal à respecter les cycles naturels, mais c'est vrai, on doit revenir à nos bases d'antan, comme on dit, le petit jardin créole, la permaculture, enfin tout ça. Mais il faut en parler, il faut vulgariser. Il y a à des échelles professionnelles à produire avec les jeunes notamment. Parce que c'est vrai que manger, je dis pas ça, on peut aimer un produit et puis essayer de le consommer toute l'année. Mais pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir faire varier cette alimentation en fonction des saisons et puis retrouver ce produit avec encore plus d'intérêt lorsque il est à nouveau sur le marché, quoi. Donc il faut aussi jouer le jeu des saisons, le jeu de la diversité, c'est vraiment ce qui nous passionne. Voilà. Le mot de la fin pour Madame Joachim. Alors le mot de la fin, je dirais que c'est un immense plaisir pour nous, Chambre d'agriculture de Martinique, d'avoir adhéré à ce projet dès le début. Nous sommes là depuis 2016 avec toutes les manifestations qui ont pu concerner ce projet. Et ça n'a pas cessé de grossir en termes de population intéressée par le sujet. Et je pense que c'est vraiment un projet qui, même s'il a rencontré on disait, un certain nombre de difficultés par rapport au concept même, c'est un projet qui va faire des petits et nous sommes très très heureux d'avoir été à l'initiative sur le territoire martiniquais de cette fertilisation croisée et nous invitons encore les agriculteurs à adhérer à cette démarche. Voilà. Les graines sont plantées. Les graines sont plantées. On attend effectivement de pouvoir récolter les... Et qu'il pleuve un petit peu aussi. Qu'il pleuve? Qu'il pleuve sur les graines. Ah, il pleut ces jours aussi. Non, les billets. C'est encore mieux. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venu sur ce plateau ce soir et nous parler donc de ce projet Interreg Cambionnette qui vise effectivement à travailler un nouveau modèle d'agriculture pour nos territoires. Merci encore. Merci à vous. Et on se rend à Gourbert maintenant pour la marche rose qui était organisée pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Là, c'est en marche pour la lutte contre le cancer du sein que la ville de Goubert reportée. C'est une marche qui était prévue pour le 28 octobre et nous faisons aujourd'hui là. C'est une belle marche, c'est nous mobilisé et ça rapprouve encore une fois engagement à la ville de Goubert pour la lutte contre le cancer. C'est important d'avoir ce mélange d'hommes, de femmes qui luttent pour la même cause légitime et d'actualité et ça sensibilise progressivement chacun des Guadeloupéens à cette belle cause qu'il faut défendre et que personne n'est à l'abri. Donc c'est important aussi d'y être en tant que maire de Goubert pour porter ce message de conscientisation de la population et surtout en matière de prévention des risques. Donc la bonne médecine, c'est la prévention au lieu que le curatif. Et c'est en cela aussi qu'il est important aussi que la municipalité soit mobilisée devant cette initiative de l'association Phoenix. Et nous y étions l'année dernière et nous y sommes présents cette année et l'année prochaine encore pour mener ce combat ensemble et que notre population puisse évoluer dans ce sens de conscientisation de la population pour être à l'abri de ces maladies ou tout au moins les prévenir. Je suis satisfaite parce que ça a montré que les gens mobilisés, que les gens se sentent concernés et que force à venir amis, famille, tout le monde touché par le cancer, quel que soit le type de cancer là. Marche là était bien passé, on était musicienne en plus, à part à Karaoke Phoenix, nous trouvons marche là était bien, si ambiance là était bon, c'est on a participé en marche là, ça a bien passé. Sans marche nous fait pour Octobre Rose, mais nous en novembre et Novembre bleu, c'est moi cancer de la prostate et cancer du testicule. Donc en cas il faut aussi une sensibilisation pour ces noms là, pour qu'ils puissent dépister, prendre conscience que le cancer de la prostate c'est un cancer qui est bien soigné, qui a développé très doucement et que là on prend en avance, on a une longue chance de guérison. Donc ces noms là portant si mon œuvre à dépister les autres. Et à l'occasion de sa fête patronale, la ville de Goubert a mis en lumière les talents qui font sa fierté. Et sur Radio Bourg, les projecteurs étaient braqués sur Angenel Gonfier et ses créations de mode. Regardez. Oui, c'est une très belle manifestation dans le cadre de la fête patronale. Cette semaine, la fête se passe à Vieux-Bourg. Et comme le thème de notre fête, c'est nos talents, notre fierté, ce soir, nous allons mettre à l'honneur un grand styliste de Vieux-Bourg, très connu sur la place, monsieur Angenel Gonfier. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans ce beau site face à la piscine, face à la mer. Et nous sommes contents parce que la population a répondu présent, bien entendu. Nous, à l'EVS Mako, on privilégie deux choses, la mixité et les rencontres. Alors, dans le cadre de la solidarité, et puis nous avons proposé à ce public quelque chose qui ne se fait pas souvent. Nous sommes dans l'animation sociale grâce à la CAF. Alors, on a mis en place des ateliers de couture pour permettre à des personnes, pour les valoriser un petit peu, pour mettre en place leur estime de soi, les augmenter. Et du coup, on a fait ce défilé pour qu'on puisse vraiment leur donner ce moment que la CAF a dédié. Là, ça c'est en nous. Alors déjà, la Guadeloupe, c'est un département que j'aime beaucoup puisque j'avais déjà fait des défilés à Petit-Bourg. Et M. Gonfier, c'est mon ami, il m'a invité. Alors j'ai dit pourquoi pas. Et c'est là que je me retrouve ici avec mon équipe. Alors l'invité, c'est qu'on s'était rencontrés à la Fashion Showbiz il y a quelques années. La deuxième saison n'a pas eu lieu pour des raisons diverses. Et là, il voulait venir en Guadeloupe parce qu'il avait beaucoup aimé. Et j'ai trouvé cette opportunité pour l'inviter. Et il a montré ce qu'il sait faire, son originalité et la richesse de ses créativités. Alors, combien de vêtements, je ne sais pas. Peut-être il y a une trentaine de vêtements. Et j'ai essayé de présenter un peu de tout dans le futurisme, de normal, un peu de tout. Et surtout, moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de transparents, de vêtements transparents. J'aime ça, sexy. Il faut aller à l'avenir.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas effectivement une information importante, à savoir que le verdict est tombé dans le cadre de l'affaire d'Éric Dupond-Moretti. Pour le président de la Cour de justice de la République, eh bien, la prise illégale d'intérêt est bien établie, mais comme il n'y a pas d'éléments intentionnels, eh bien, ils n'ont pas condamné l'actuel garde des Sceaux qui souhaite effectivement tout simplement tourner la page. Une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.